Retour sur une véritable attaque dans un environnement O365. Merci d'accueillir Claire Lefleur de la société Vectra. Bonjour Claire, vous avez le micro. C'est bon là ? C'est à vous, voilà. Bonjour à tous. Donc enchantée, de mon côté, donc je suis Claire Lefleur, je suis ingénieure avant-vente chez Vectra. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un cas d'usage anonymisé d'un client qui a été attaqué sur O365 Azure AD et de vous présenter un peu les techniques d'attaquants qui ont été utilisées. Alors d'abord, une question, c'est pourquoi est-ce que sécuriser M365 n'est pas si simple que ça ? On sait qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour sécuriser son environnement cloud, on a le MFA, etc. Mais il y a également beaucoup de challenges qui sont ici présentés. Par exemple, il faut savoir que chaque utilisateur sur M365 a plus de 7000 paramètres. Parmi ces paramètres, on a 30% qui impactent la sécurité. Donc imaginons que pour les personnes qui sont en charge de la configuration M365, forcément, il va y avoir des complexités, potentiellement des oublis ou des mauvaises configurations. On sait également que Microsoft publie chaque année, et c'est aussi sa richesse, de nouvelles applications pour répondre à des nouveaux cas d'usage. Mais ces applications-là présentent aussi potentiellement de nouvelles voies pour les attaquants. Et souvent, on a la question, mais j'ai protégé finalement mon environnement cloud avec le MFA. Pourquoi est-ce que je dois être considéré comme étant un risque ? On sait que le MFA aujourd'hui peut être bypassé. Il y a eu des attaquants, par exemple Darkalo, qui étaient capables de bypasser du MFA et de se faire passer pour l'utilisateur ayant bien validé toutes les étapes. On sait également qu'il est possible, par exemple, pour un attaquant, de compromettre un poste de travail. Et depuis ce poste de travail-là, il peut récupérer ce qu'on appelle un token. Ce token-là va lui permettre de se connecter sur O365 en respectant toutes les conditions. C'est très compliqué, via les logs, de voir la différence. Et l'attaquant qui donc a compromis mon poste de travail peut se connecter après dans mon environnement O365 avec mon compte de façon très, très discrète. Voilà. Et puis enfin, on a des cas, par exemple chez un de mes clients, où on voit que le MFA est désactivé temporairement pour faire du troubleshooting, mais il y a des oublis en fait de réactivation. Et c'est tous ces oublis-là et ces complexités de configuration qui peuvent mettre aussi à risque M365. Alors, sur l'environnement O365, on a évidemment des données qui sont extrêmement sensibles. On va avoir des documents d'entreprise dans SharePoint. On va potentiellement avoir dans OneNote des mots de passe qui ne sont pas forcément chiffrés, qui sont en clair. Donc, on va avoir beaucoup d'informations et puis évidemment toute la partie email. Donc, évidemment, les attaquants s'y sont intéressés de près aussi. On voit depuis 2020 qu'il y a une recrudescence très importante du nombre d'attaques sur M365. Ça a commencé par exemple avec Darkalo, avec des centaines de milliers d'organisations qui ont été ciblées, et puis ensuite avec différentes attaques type Nobalium, Affinium, etc., qui ont utilisé justement toutes les informations sur l'environnement cloud pour faire de l'exfiltration données, du ransomware sur O365 qui existe aussi, c'est sa déclinaison sympathique, etc. Donc le message que simplement je voulais faire passer avant de vous présenter le cas d'usage, c'était que ce ne sont pas des inventions, ce sont des choses qu'on voit concrètement. Microsoft avait déjà, s'était rendu compte en 2020 à l'époque, il y avait une entreprise multinationale qui était attaquée depuis plus d'1 an et sur lequel ils ne s'en étaient rendus compte que trop tard. Donc ici, on a un cas d'usage anonymisé. Donc un fabricant, en fait, un manufactureur de taille moyenne, où en fait les clients qui travaillaient dans le milieu de la finance de l'entreprise avaient été ciblés. Alors, on va revenir sur chacune des étapes de cette attaque-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va avoir des étapes assez classiques, le brute force, la connexion un peu suspecte depuis avec des caractéristiques suspectes, et des choses qui peuvent être plus évoluées. Okay. L'objectif de l'attaquant là, c'était de récupérer des documents qui étaient dans la dimension financière avec du DocuSign, et puis pouvoir ensuite les exfiltrer et potentiellement les revendre. Donc faisons un petit focus sur chacune des étapes. La première étape, c'est le brute force. C'est assez simple, j'ai un compte qui tente de se connecter de multiples fois avec de multiples failures. Et donc là, on vous dit attention, j'ai eu un pic de tentatives de connexion échouée. Première connexion, première détection assez classique. Ensuite, on va avoir la détection qu'on appelle suspicious sign-on. Ce sont les connexions à risque. Là, de notre côté, on va regarder de multiples caractéristiques et attributs de la connexion. On va regarder pas seulement le lieu, parce que souvent, on peut dire, attention, il se connecte depuis tel pays. Mais souvent, c'est un employé qui est potentiellement en vacances.
Et on sait qu'un attaquant un peu sophistiqué, quand il se connecte, il va prendre la peine de prendre un VPN pour se connecter depuis le lieu finalement de la personne qui l'attaque. Donc nous, on va regarder d'autres attributs, notamment, par exemple, l'IP qui est utilisé, l'OS de l'appareil qui se connecte, le nom de l'appareil, ou encore le client depuis lequel il se connecte. Tous ces attributs-là nous permettent d'ailleurs de faire une connexion en disant « Attention, j'ai potentiellement plusieurs critères qui sont très différents de la connexion habituelle de mon utilisateur, et donc je vous alerte là-dessus. » La troisième détection, c'est la Risky Exchange Operation. Alors là-dessus, nous, on va regarder en fait tous les changements de configuration de la boîte mail qui sont observés. Parmi ces changements de configuration, on va par exemple regarder si j'ai la création de règles email qui permettent à l'attaquant de se mettre en copie cachée. On a vu des cas comme ça d'exfiltration de données où l'attaquant était depuis des mois en copie cachée de tous les emails qui contenaient des informations comme mot de passe, etc. Dans le cas précis, là, l'attaquant a souhaité créer des règles inbox rule pour pouvoir notamment mettre directement dans la poubelle des mails qui demandaient des passwords reset d'ici X semaines. Il voulait gagner du temps, il avait réussi à compromettre un mot de passe, à récupérer un compte, et du coup, il voulait s'assurer qu'il soit encore valide pendant le plus longtemps possible. Donc là, on voit une des règles qui faisait ce travail-là, de cacher les mails avec des demandes de reset de mot de passe, et une autre règle qui faisait simplement une redirection de tous les mails qui contenaient le mot-clé DocuSign vers le compte Gmail d'un client. Et là, clairement, ça nous a permis aussi de mettre le doigt tout de suite sur la présence de l'attaquant. Okay. Et donc là, vous voyez clairement, on a une détection dédiée autour de la redirection d'email, où on voit justement, alors non, là on voit pas parce que c'est anonymisé, mais on voit vers quel email cible la redirection a eu lieu, sous quelles conditions, etc. On va, alors là je ne les ai pas représentés, mais d'autres techniques d'attaque qui sont très intéressantes. Par exemple, un attaquant qui va passer une licence E5 à une licence E3 sur un compte user. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'en passant de E5 à E3, il retire toutes les fonctionnalités de sécurité qui sont apportées par E5. Donc ça lui permet, par exemple, d'être beaucoup moins visible et de ne pas déclencher des alertes sur ce compte particulier. Alors, côté Vectra, plutôt que de vous donner une liste individuelle de tous les comportements potentiellement anormaux, on fait un travail d'agrégation. Donc, on va regarder tous les comptes de l'environnement, quels sont ceux sur lesquels j'ai en effet des comportements suspects, et on représente le résultat sur cette sorte de cadran. Alors, souvent, on nous fait la réflexion que ça ressemble au cadran du Gartner, sauf que dans notre cas, il faut éviter d'être en haut à droite. Ça, c'est les plus critiques. Donc, les comptes qui ont des comportements les plus suspects et dangereux sont en haut à droite, puis dans high, puis medium, puis low. Ça permet aussi aux analystes sécurité de prioriser leur travail. Parce que si vous avez aujourd'hui M365 et que vous avez tous les logs à disposition, c'est très bien pour de la recherche rétrospective. Mais pour pouvoir mettre le doigt sur un comportement dangereux, suspect, c'est quand même très, très complexe. Et Vectra, c'est ce premier travail-là, en fait. On fait un travail de première qualification et de remontée détection. Alors, ici, vous avez un autre exemple d'un compte, alors là, dans notre plateforme de lab, qui vous représente les différentes détections qu'on peut retrouver dans le cas d'une attaque M365. Là-dessus, on retrouve, par exemple, la suspicious sign-on, la connexion avec des caractéristiques particulièrement inquiétantes. Et on va voir également, par exemple, des créations, ensuite, de nouveaux comptes avec de nouveaux privilèges. Souvent, un attaquant qui va compromettre un compte va chercher à être le plus discret possible et va créer, par exemple, d'autres comptes qu'il va utiliser pendant l'attaque ou à donner à un compte existant des droits plus élevés. Et ça, on va le remonter autour de l'analyse des comportements sur Azure AD. Vous avez ici une vue également globale de tous les événements, par exemple, de connexion qui sont vus, les événements qu'on considère comme notables et les détections. Alors, peut-être un point sur les événements qui sont notables, il va y avoir des choses comme voici les connexions sans MFA activées, sur lesquelles on vous alerte. Ça va être aussi, attention, voici les connexions via un protocole qui est ancien, ce qu'on appelle les legacy protocoles. Microsoft 365 permet encore d'utiliser des protocoles qui ne supportent pas le MFA. Et il y a des applications qui sont anciennes et qui continuent à tourner là-dessus et qui sont parfois utilisées facilement par les attaquants pour avoir un pied d'entrée. Okay. Donc, pour conclure, voici un petit peu, côté Vectra, les différentes détections qu'on va avoir d'attaquants sur M365.
on retrouve les grandes phases en fait de l'attaque de la kill chain, depuis l'accès initial jusqu'à l'exfiltration potentiellement ou le ransomware. Au niveau de l'accès initial, on voit toutes les phases de brute force, de connexion suspecte, de connexion depuis un auteur anonymisé, l'utilisation, par exemple, d'outils de scripting qui peuvent me mettre la puce à l'oreille, ou encore l'utilisation d'applications aux hôtes tierces. Le gouvernement australien, il y a quelques années déjà, s'est fait attaquer de la manière suivante. Les attaquants se sont fait passer pour des vendeurs d'antivirus et ils ont demandé aux employés du gouvernement de valider une application Azure, soi-disant de l'antivirus. Donc, ils ont fait une fausse application Azure malveillante qui simulait l'antivirus et qui avait accès en fait en lecture et en écriture à tous les emails et documents. Donc, l'employé qui se fait avoir entre guillemets accepte l'application, lui donne les droits en lecture, en écriture, sur ses contacts, sur ses mails, sur ses documents. L'attaquant peut ensuite travailler tranquillement et ça bypass toutes les policies des DLP que vous avez pu mettre en place, etc. Donc, il y a un gros focus sur la partie application aux hôtes. Autour de la persistance, l'attaquant va chercher à garder l'emprise qu'il a chez l'entreprise cible. Donc, il va potentiellement désactiver le MFA. Il peut également rajouter son IP comme étant de confiance. En mettant son IP comme étant de confiance, dans les conditional access, ça lui permet de bypasser le MFA. Il dit, si mon IP est OK, je me connecte sans MFA. La création de nouveaux comptes admin, etc. En termes d'évasion, on va également retrouver des techniques où l'attaquant va temporairement désactiver par exemple les logs ou sur une boîte mail particulièrement, désactiver l'audit pour être encore une fois le plus discret possible. Donc toutes ces phases-là sont des choses autour de l'évasion des moyens défensifs qu'il faut pouvoir identifier. Souvent, quand je parle de la partie découverte, les clients sont étonnés quand je leur présente eDiscovery Compliance. Ce sont des outils qui sont natifs à Microsoft, qui sont inclus de base dans la licence E3 et qui permettent de faire des choses assez extraordinaires. C'est de, par exemple, pouvoir rechercher dans tous mes emails, dans tous mes documents SharePoint, un mot-clé spécifique. Et on a vu des attaques où l'attaquant utilise eDiscovery pour chercher le mot-clé IPO, mot de passe, financier, etc. Et pouvoir après exporter au format zip toutes les informations qu'il a trouvées chez l'entreprise. Donc normalement, ces outils-là sont vraiment à superviser de très très près. Seulement les équipes légales doivent y avoir accès, mais ce sont des détections qui peuvent être vraiment pertinentes. En termes de mouvement latéral, on va retrouver toutes les manipulations autour des configurations email, par exemple, tentative de mettre dans un SharePoint un fichier lui-même infecté que d'autres utilisateurs pourront récupérer et qui seront infectés ensuite à leur tour, etc. Alors, Power Automate est également un outil natif qui est souvent comparé au PowerShell au niveau Windows. Ça me permet d'automatiser, par exemple, si j'ai un email de mon boss, je veux recevoir un SMS. Les attaquants peuvent dire, si cette boîte mail que j'ai compromise reçoit tel mail de telle personne avec tel mot-clé, je veux récupérer le contenu et les pièces jointes dans mon Drive. Ça permet de faire de l'exfiltration très discrètement en utilisant des outils Microsoft. Et puis enfin, autour de l'exfiltration et les impacts, on va retrouver par exemple les ransomware sur E365 ou encore toutes les techniques de redirection d'email ou d'ajout du compte de l'attaquant externe dans un site Teams, par exemple, pour voir tous les échanges qui sont faits. On a eu un cas un peu cocasse où une entreprise était attaquée et où l'attaquant avait toujours un pas d'avance parce qu'il s'était rajouté dans la partie Teams. Donc, il voyait tout ce que les analystes s'échangeaient sur Teams et ils savaient à l'avance qu'ils allaient investiguer, comment, etc. Donc, il faut être extrêmement prudent là-dessus. Voilà. Pour conclure, parce que je crois que j'ai un petit peu dépassé, si vous voulez tester ça dans votre environnement, c'est possible de le faire simplement. Là, on n'est que sur du soft. Donc, on a une solution en mode SaaS qui vous permet de valider dans votre environnement quels sont les comportements qui sont vus, quelles sont les choses qui sont soit des mauvaises pratiques, soit des faits potentiellement malveillantes. Et donc, voilà, avec plaisir pour échanger avec vous sur ce sujet, sur le stand qui est juste à côté, mais dont j'ai oublié le numéro. Merci beaucoup. Merci Claire, ouais, vous pouvez applaudir. Parfait.